Chers collègues, chers enseignants, merci de m'accueillir et merci surtout à Gabriel Clément Demiot de me permettre de vous rencontrer aujourd'hui, de me donner l'opportunité de partager avec vous des réflexions qui m'habitent depuis pas mal d'années, que je n'ai pas encore formalisées. C'est la première fois que j'essaie de mettre un peu en ordre ces observations et ces réflexions que je vais partager avec vous. J'espère que ça va vous intéresser. On m'a donné 1 heure et demie, ça veut dire qu'en réalité, j'ai 1 heure de temps d'exposer parce que je tiens à ce qu'il y ait des questions. En effet, l'intérêt pour moi de vous présenter tout ça, c'est que vous ayez des choses à dire et ça me permettra de continuer à réfléchir, à pousser cette réflexion. Voilà. Donc, déscolariser l'espace de la classe, ça peut sembler bizarre. Une classe, c'est scolaire. Alors, pourquoi vouloir déscolariser la classe? Ça semble un peu contradictoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi, ça ne pas rester au niveau comme ça de la réflexion théorique, mais essayer de voir des éléments de proposition concrètes, des éléments des éléments de proposition concrets, pardon. Et puis, en exergue de cette présentation que je vais faire, je vais citer John Nathan et Claude Germain. Alors, ceux qui ont l'habitude de connaître ces didacticiens-là, ils voient souvent Claude Germain et John Nathan parce que souvent, ce sont des textes ou des citations qui sont issus de textes écrits en français. Mais là, je traduis de l'anglais. Donc, c'est John Nathan, l'anglophone de l'équipe là, qui avait écrit ça. Écoutez bien, les élèves doivent être impliqués dans des situations authentiques de communication en salle de classe afin de développer leur habileté à participer à des activités authentiques de communication dans le monde réel. En gros, tout ce que je vais faire pendant 1 heure avec vous, c'est commenter, analyser et donner du sens à cette formule qui contient tous les concepts que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Alors, on y va. D'abord, juste pour me présenter, je pense que un certain nombre d'entre vous me connaissent, mais peut-être pas tous, je vais le faire rapidement. Je travaille pour le CIFRAN, ça signifie Centre international de formation et de recherche en approche neurolinguistique. On s'occupe de neuroéducation, c'est un centre qui est basé au Québec et qui a pour vocation de former, faire connaître l'approche neurolinguistique de l'enseignement des langues, former les enseignants qui sont désireux de l'essayer, peut-être de l'adopter, et puis également un cursus en correction phonétique parce que la précision de la prononciation, c'est quelque chose de crucial et qui s'intègre parfaitement bien avec les stratégies pédagogiques de l'ANL. Voilà, là, vous me voyez à Québec, on peut reconnaître l'environnement, c'est en hiver, et on est devant l'école Vision, qui est une école trilingue avec laquelle on a un partenariat et où on développe un enseignement en 3 langues basé sur cette approche. Mais je travaille aussi en France, certains le savent peut-être, j'ai développé suite à la sédentarisation forcée, momentanée, mais forcée quand même, qu'a imposé la crise sanitaire, j'ai développé mon centre de langue en Normandie, à Rouen, là, voilà, dans cette belle ville que vous pouvez voir. Ça, c'est ma maison. C'est là qu'on accueille des apprenants de langue, français, anglais, mais aussi espagnol, italien, japonais. On a une douzaine de langues qui sont enseignées et aussi des enseignants en formation. Si vous voulez vous former en France, j'aurai peut-être la chance de vous accueillir dans notre belle maison normande. Voilà. Alors, venons-en aux propos qui nous animent aujourd'hui. Je vais commencer en introduction par une question peut-être un peu brutale, mais j'espère que elle va résonner dans votre oreille. Je pense que beaucoup de profs qui enseignent depuis longtemps se sont un jour ou l'autre posé la question, peut-on vraiment en prendre en classe? En gros, à quoi ça sert d'aller en classe, quoi. Ça sera juste pour dresser le cadre de réflexion, c'est ma problématique si vous voulez. Et puis, je passerai un peu de temps avec vous à analyser des configurations de classe. Ça fait maintenant oui, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne le français langue étrangère, que je travaille aussi à la coordination pédagogique. Donc, ça m'a donné l'occasion d'observer beaucoup de collègues et de photographier des classes. On verra ensemble ce qu'on peut lire au travers de l'organisation spatiale dans la classe. Mais la classe, ce n'est pas simplement l'organisation spatiale. La classe, c'est aussi un milieu d'apprentissage. Là, je prendrai le terme de milieu au sens écologique, je dirais. Alors, pas écologique au sens militant, mais écologique au sens plutôt des sciences naturelles, au sens du vivant. C'est un espace vivant dans lequel il se passe toutes sortes de choses au niveau corporel et cognitif. On va voir ça ensemble et vous verrez que ça va m'amener à introduire le concept de communication authentique, qui est un concept pédagogique, qui est un concept qui a été proposé par les concepteurs de l'approche neurolinguistique, qui est un concept qui continue à se développer, à s'enrichir. Et je vous montrerai où on en est au sein de l'équipe du CIFRAN dans notre réflexion sur le concept de communication authentique, en quoi c'est lié à la classe et à l'espace classe, pour, en conclusion, rapidement peut-être, mais je pense que vous comprendrez le comment que nous vous proposons, comment on peut déscolariser la classe.
Voilà, et pourquoi il faut le faire et comment on peut le faire. Si vous êtes prêt à me suivre avec ce menu, je vais pouvoir commencer à servir l'entrée. Et je commencerai en mentionnant, en posant cette question, peut-on apprendre en classe, et en mentionnant ce monsieur que vous connaissez nécessairement, ou tout du moins vous en avez entendu parler, si vous avez étudié d'à peu près la didactique des langues, parce qu'il est systématiquement mentionné, c'est Stephen Krashen, un didacticien américain connu pour différents concepts absolument cruciaux, et notamment la distinction qu'il pose, après de nombreuses études en acquisition du langage, donc en développement de la langue chez les enfants, mais aussi chez des adultes qui apprennent une seconde langue, la distinction qu'il fait entre l'acquisition et l'apprentissage. Pour le dire simplement et pour mémoire pour nous tous, selon lui, l'acquisition se fait de manière incidente, implicite, sans effort conscient chez les enfants. Les enfants développent naturellement leur langue maternelle et s'ils sont dans un milieu bilingue, voire trilingue, les deux langues vont se développer de manière incidente, implicite par acquisition. Ce qui est très différent du contexte de la classe, où là, il y a un apprentissage volontaire, avec un enseignement volontaire, avec un parcours cognitif ou psychologique de nature tout à fait différente, et ça donne des résultats différents. Ça semble quelque chose de bien entendu, ça a posé en tout cas un vocabulaire, la différence entre acquisition et apprentissage, ce qui fait qu'on préférera aujourd'hui généralement parler d'appropriation des langues secondes, des langues étrangères. Mais la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'en milieu scolaire, on peut faire aussi bien qu'en milieu naturel? Est-ce qu'on peut reproduire les résultats qu'on a quand on voit des jeunes gens ou des adultes qui ont vraiment développé un bilinguisme depuis la petite enfance, avec des cours, si vous voulez? Et cette question-là, elle a travaillé pas mal de didacticiens, surtout dans le continent nord-américain. Et je vais mentionner un autre didacticien nord-américain. Alors, il est peut-être moins célèbre, mais il est tout aussi important parce qu'il a plusieurs concepts à son acquis qui sont cruciaux. Mais je vais juste mentionner aujourd'hui un article qui, pour moi, est un brûlot, qui a été pas suffisamment commenté, vraisemblablement, dans les années qui ont suivi sa publication. Alors, Michael Lang nous a quittés en 2021. Il a été mentionné à plusieurs reprises par Claude Germain, que je ne peux pas me manquer de saluer au passage, parce que c'est quand même mon maître à penser, je ne vais pas le cacher. Et dans son article, il écrit, enfin, le titre de son article, c'est Does Second Language Instruction Make a Difference? Et en fait, comme vous le voyez, a review of the research, dans cet article, il est allé chercher de nombreux articles, de nombreuses publications qui ont été faites par rapport à des études de terrain qui semblent montrer qu'après 5 ans, 10 ans d'apprentissage, alors en l'occurrence de l'anglais langue seconde dans différents pays, les résultats sont vraiment pas terribles. Et quand on compare la compétence fonctionnelle que des gens ont développée en langue seconde, en l'occurrence ici en anglais, en allant à l'étranger, en étant accueillis dans des familles, quand on voit les compétences qu'ils arrivent à développer en quelques mois, on se demande si ça vaut vraiment la peine d'envoyer les enfants pendant 5 ou 10 ans dans des écoles, si ça vaut la peine que des adultes suivent des cours de langue pendant des années. Voilà, la question est posée. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit vous toucher. En tout cas, moi, ça me touche parce que je dois vous avouer que dans une partie de ma vie professionnelle, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'Institut français du Japon à Tokyo. J'ai souvent rencontré des apprenants qui étaient dans les couloirs de cet institut, qui participaient à des classes depuis des années. Et effectivement, leur niveau était très médiocre, il faut le dire. Alors, médiocre par rapport à quoi? Par rapport à la prononciation, par rapport au choix du vocabulaire, par rapport à la capacité d'interagir. Enfin bref, d'un point de vue fonctionnel, pas terrible. Et puis, je pense que cette question se pose toujours aujourd'hui, puisque vous allez me dire, tu parles de ça, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, on a des pédagogies fabuleuses, on est dans la perspective actionnelle, on éclate le score, les gens regardent, obtiennent de plus en plus de DALF C1, voire C2. Il se trouve que ça fait plus de 16 ans que je suis examinateur DALF. Je fais passer des DALF à l'appel. Je forme d'ailleurs dans mon école des gens pour obtenir ce diplôme. Ils les obtiennent sans trop de difficultés. Néanmoins, même quand les gens ont des bons scores à ces certifications, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des insuffisances au niveau lexical, morphosyntaxique, phonologique, au niveau interactionnel, au niveau pragmatique aussi. Et ce qui me permet d'affirmer ça, c'est qu'en tant que directeur d'école, je peux vous dire qu'on vienne frapper à la porte des gens qui me disent « j'ai un DALF, j'ai un niveau supérieur attesté par le monde académique et pourtant j'ai des difficultés dans mon emploi, dans ma vie professionnelle, ou bien je n'arrive pas à obtenir le poste que je souhaiterais ». Ça me gêne, je voudrais aider ces gens et c'est pour ça que j'ai ces réflexions
sur l'efficacité pédagogique. Et j'en viens maintenant à la question de l'espace de la classe. Alors, la classe, évidemment, quand vous rentrez dans une classe, il y a des habitudes. La classe traditionnelle, vous la connaissez comme moi, elle ressemble souvent à ça. Peut-être que dans vos classes, ce n'est pas comme ça, et je le souhaite. Je n'incrimine pas cet enseignant-là qui a l'air manifestement de mettre toute son énergie à faire du mieux qu'il peut. J'aime bien souvent montrer cette image-là, qui est une photo tout à fait authentique, hein, qui a été prise dans une classe canadienne il y a une vingtaine d'années déjà quand même, mais ça pourrait être hier. Et j'aime bien poser cette question. Est-ce que la configuration de la classe a un impact sur la manière dont se font les apprentissages ? Quand on observe ce type de classe, vous avez peut-être eu l'occasion de le faire. Si ce n'est pas le cas et si vous n'avez pas habitué aux observations de classe, je vous invite vraiment fortement à frapper à la porte de vos collègues et amis ou de vos amis collègues, parce qu'on apprend énormément en regardant les collègues faire. Il y a des bonnes choses qu'on peut attraper, il y a des choses qui nous amènent à remettre en question nos pratiques. En tout cas, quand on observe une classe comme celle-ci, on est frappé par l'utilisation du tableau, des mots isolés, des phrases qui ont l'air un petit peu, pas forcément sans lien génétique avec la thématique qu'on voit affichée. On voit une liste de vocabulaire, bon, c'est assez classique. Mais je voudrais faire porter votre attention sur ce qui se passe du côté des apprenants. Parce que souvent, les inspecteurs dans l'éducation nationale, ils observent les enseignants, ils font des rétroactions aux enseignants, mais il ne faudrait pas oublier que le but de la classe, c'est quand même l'accompagnement des apprenants. Dans ce genre de classe-là, bien souvent, ce qui se passe, c'est que les apprenants s'ennuient. Pourquoi ? C'est vous qui me le direz, mais en tout cas, c'est une constatation qu'on fait. Ils ne sont pas forcément toujours emballés. Vous allez me dire, c'est pour ça qu'on a inventé la perspective actionnelle, pour les rendre actifs. Très bien. Mais aussi, souvent, nos étudiants, nos apprenants trouvent que c'est bien compliqué. Les langues, ici en l'occurrence le français, avec sa grammaire et ses conjugaisons, c'est assez casse-tête. Mais il y a quand même des étudiants qui ont des bons résultats, qui ont des bons scores. Et quand on observe le temps qu'ils passent à travailler, à étudier, à faire des devoirs, on s'aperçoit qu'ils s'épuisent souvent à la tâche. J'ai été happé par l'image où on voit une tasse de café de cette pauvre étudiante qui est obligée de raccourcir ses nuits pour atteindre pour répondre aux demandes de travail faites par ses enseignants. Bon, vous trouvez ce schéma peut-être un peu caricatural, néanmoins il fait écho à des choses qu'on observe de manière standard. Alors dans le milieu scolaire, mais pas seulement, parce qu'on va voir que dans les milieux d'enseignement aux adultes, finalement, il y a une espèce de réplication des habitudes scolaires. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour analyser l'espace classe, je voudrais m'appuyer sur un cadre méthodologique pour que ça soit bien systématique. L'espace classe, ça fait longtemps que les didacticiens y réfléchissent, évidemment. La figure de proue de cette réflexion-là, c'est Yves Chevaillard. Alors Yves Chevaillard, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un spécialiste de la didactique des mathématiques, il a eu de nombreux prix, de nombreuses reconnaissances, mais vous le connaissez certainement par le concept ou le schéma qu'il a développé, que vous allez voir tout à l'heure, qui a été repris dans la dictique des langues. Je vais aussi évoquer avec vous un autre didacticien, alors lui il est québécois, Ronald Legendre. Il est connu pour son dictionnaire de la didactique de l'enseignement des langues, un ouvrage absolument recommandé, qui n'est pas très connu en France, qui est pourtant très riche, et plein d'enseignements. Et puis, vous verrez que sur la base de la réflexion de Ronald Legendre, un didacticien toujours très actif, même s'il est émérite aujourd'hui, Claude Germain, est allé plus loin sur l'outil méthodologique qu'on pourrait proposer pour analyser toutes sortes de choses qui se passent au niveau de l'enseignement, au niveau de la classe. Moi, je vais m'en servir aujourd'hui pour analyser les espaces classes. Alors, que nous propose Yves Chevaillard ? Yves Chevaillard, dans un ouvrage de 1984, nous dit, bon, une classe, c'est quoi ? C'est des élèves et un enseignant, ou des enseignants. Là, il y en a plusieurs, on a peut-être plusieurs classes. Et puis, évidemment, des savoirs. Sans savoir, pas d'apprentissage, pas de classe. Quelle est la relation qu'il y a entre eux ? C'est assez simple. Finalement, les élèves ont, vis-à-vis des savoirs, une relation d'apprentissage. Les élèves ont les enseignants ont vis-à-vis des élèves une relation d'enseignement, les enseignants ont vis-à-vis du savoir une relation disciplinaire,
et entre élèves et enseignants, il y a l'apprentissage qui est en train de s'opérer. C'est le modèle traditionnel de la didactique qu'on trouve un peu partout. Et peut-être vous avez vu le triangle pédagogique de Hussein qui circule souvent sur Internet et dans différentes publications de didactique du FLE, qui en fait s'inspire directement de ce triangle didactique qui a été pensé par Chevaillard pour la didactique disciplinaire générale, c'est-à-dire à partir des mathématiques, pour l'histoire, la géographie, et puis toutes les disciplines que vous voudrez. La question se pose quand même de la spécificité de l'enseignement des langues, et c'est là que quelques années plus tard, donc ce didacticien québécois dont je vous ai parlé, Legendre, nous propose un modèle, le modèle SOMA, qu'il a développé entre 1988 et 1993, donc oui, on est quelques années plus tard. Ce modèle SOMA, vous pouvez le trouver dans son dictionnaire, et plutôt que de parler d'élèves, de profs et de savoir, il va étendre un petit peu la terminologie en parlant de sujets apprenants, parce qu'après tout, on peut avoir affaire à des élèves scolaires, à des apprenants adultes ou à des personnes dans des situations de nature un peu différentes. L'agent, celui qui fait apprendre, ce n'est pas nécessairement uniquement l'enseignant. On verra des exemples concrètement à partir d'images de classe. Bien sûr, l'objet d'apprentissage, ce n'est pas toujours des savoirs. Quand on parle des langues, on sait bien qu'il y a de très nombreuses composantes. Il a été question tout à l'heure des composantes pragmatiques, ont été évoquées aussi les composantes culturelles, même par rapport à la langue elle-même. Il y a le verbal pur et puis il y a le paralinguistique. Il y a de nombreux éléments, donc plutôt le terme d'objet. Relation donc du sujet à l'objet, de l'objet à l'agent et de l'agent au sujet, qui nous permettent d'identifier une relation d'enseignement, une relation d'apprentissage et une relation curriculaire. Vous allez me dire, ce n'est pas si différent de ce qu'on avait vu précédemment, mais il y a un élément important qui est introduit, c'est l'idée de milieu. Effectivement, tout ça, ça se fait dans un espace particulier, dans un milieu, et on n'apprendra pas de la même manière, bien évidemment, si on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une classe scolaire, au collège ou même au primaire, si on est dans un centre de formation pour adultes, si on est en train d'apprendre en faisant une promenade une découverte dans un musée ou une promenade dans une forêt, le milieu va avoir un impact, bien évidemment. Ça a l'air très simple comme idée, mais ça a profondément modifié les critères à prendre en considération pour analyser un espace didactique. Ce schéma, il a été utilisé pendant assez longtemps, et notamment par Claude Germain, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'en sert dans son livre, célèbre en tout cas pour ceux qui ont appris un peu d'histoire de la didactique des langues, son livre « 5000 ans d'histoire de l'enseignement des langues ». Il utilise ce modèle SOMA pour analyser les dispositifs pédagogiques mis en place à différentes époques. Et Claude Germain lui-même s'est interrogé sur ce modèle en se demandant s'il ne manquait pas quelque chose. Et c'est vrai que ces dernières années, depuis la crise sanitaire, ça a été vraiment mis en avant, mais je pense qu'on avait commencé à le percevoir préalablement. Ce milieu, ce n'est pas simplement quelque chose au sein duquel on est enfermé, c'est aussi quelque chose qui a un impact direct sur le sujet, l'objet d'apprentissage ou d'enseignement, et puis l'agent. Je veux dire par là que quand on enseigne avec un ordinateur, il y a un rapport technologique du sujet apprenant à la technologie qui va impacter l'apprentissage, parce qu'il n'est pas en train d'apprendre à manipuler un ordinateur. Dans le cas qui nous concerne, il est en train d'apprendre à développer une langue seconde. Donc, son aisance avec le matériel va l'impacter. C'est vrai aussi pour l'enseignant. Beaucoup d'enseignants, vous en faites certainement partie, moi aussi, on a passé beaucoup de temps à se former ou à améliorer nos techniques de manipulation des outils informatiques quand on était contraint d'enseigner en situation de confinement. Et puis, on se rend compte que même si on n'est plus confiné aujourd'hui, il y a une relation entre le milieu et chacune des composantes de ce schéma didactologique. Alors, voilà le schéma que propose Claude Germain. À titre personnel, je le trouve génial, je ne vais pas vous le cacher. Comme souvent, les grandes idées sont des idées simples. Vous allez voir, c'est assez simple, mais ça porte loin. Donc, nos 4 composantes, sujet, objet, milieu, agent, on les présente comme ceci. Et vous voyez que la relation de l'agent au sujet nous permet d'identifier une relation d'enseignement. La relation du sujet à l'objet, une relation d'appropriation. Donc, on parlera ici d'appropriation des langues, à savoir une dimension d'apprentissage, conscient, volontaire, une dimension d'acquisition, incidente ou implicite. Et puis, la relation de l'objet à l'agent, qui est une relation disciplinaire,
En l'occurrence, pour nous, c'est les langues, mais c'est là que c'est un petit peu complexe parce que quand même, les langues, c'est le seul domaine disciplinaire où ce qu'on enseigne, c'est pas une théorie. C'est-à-dire que pour enseigner des maths, je vais le faire en français ou peut-être en anglais. Pour enseigner de l'histoire, je vais le faire en français ou peut-être en anglais. Et pour enseigner le français, je fais comment? J'utilise aussi le français. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué dans la relation disciplinaire de l'objet, dans nos cas qui nous concernent. Et puis, le milieu, il impacte contextuellement chacune des composantes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi bien le sujet que l'objet, que l'agent, aussi bien les élèves, si vous voulez, que les profs, et puis la langue elle-même. Parce que quand on enseigne le français au Québec, en Suisse francophone, en Belgique ou en Île-de-France, il y a une transformation qui est contextuelle. Donc, c'est aussi lié à l'environnement linguistique. Et puis, on va voir aussi que le milieu, c'est d'autres paramètres que simplement des paramètres de décor, je dirais, ou de contenu linguistique. Alors, je vais maintenant utiliser ce schéma qui est très utile, selon moi, parce que, excusez-moi, je suis allé un peu vite, vous demandez pourquoi ces questions sont affichées. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Ces questions, voilà. Ce schéma permet d'intégrer, selon Claude Germain, l'ensemble des questions de la rhétorique classique de Quintilien pour se questionner sur quelque chose. À savoir, attendez, je suis allé un petit peu vite, les aléas de la technologie. Je ne me suis pas assez formé à la technologie pendant la crise sanitaire, c'est pour ça. J'étais trop préoccupé par l'approche neurolinguistique. Donc, je reviens à mon schéma. Vous allez voir qu'à partir de chacune des relations qui ont été identifiées avec ce losange, donc didactologique, eh bien, on est amené à se poser des questions sur ce qui est en train d'être fait. Quant à la relation d'appropriation, on va se demander qu'est-ce qu'on apprend, pourquoi on l'apprend, comment on l'apprend. Du côté de la relation disciplinaire, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on enseigne et pourquoi on l'enseigne. Va aussi très vite venir la question de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue et pourquoi? Je ne traiterai pas de ça aujourd'hui, ça nous amènerait trop loin. Concernant la relation d'enseignement entre le sujet qui apprend et l'agent qui fait apprendre, on va se demander quels sont les moyens de l'enseignement. Concernant la relation contextuelle entre le milieu et le sujet étant lié à son milieu, qui apprend, qui enseigne, et ça se passe où et ça se passe quand? Du côté du sujet apprenant, mais on peut aussi se poser la question du côté de l'agent qui enseigne. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de questions, j'en conviens, mais on va juste les prendre, si vous voulez, comme fil directeur pour pour pouvoir comparer de manière méthodique différentes situations de classe, différents contextes spatiaux de classe. Donc, je vous raffiche les questions. Je vais les reprendre systématiquement avec vous. Ça m'amène à ma seconde partie. Non, c'est toujours la même partie, pardon. Ça, c'était mon cadre théorique. Alors, cette classe-là, vous ne l'avez pas vécue, mais vous l'avez probablement vue dans des films. C'est des photographies que j'ai eu la chance de pouvoir faire dans ma ville de Rouen parce qu'on a la chance d'avoir le musée national de l'éducation. Ce n'est pas le musée de l'éducation nationale, c'est un musée national, mais qui est très très riche et qui expose, si vous avez l'occasion d'aller le voir, l'histoire du développement de l'éducation en France. Et cette classe, la classe Troisième République, bien connue, je pense qu'elle est importante. Ce n'est pas forcément une classe de langue ici, même si peut-être il y a eu des cours de langue qui s'y sont faits. Surtout, cette classe, c'est quand même le schéma classique, traditionnel, qu'on a tous en tête. Quand on observe cette classe, finalement, quelles sont les relations? Regardez, du côté des apprenants et du côté de l'enseignant, les rôles sont bien distincts. Les apprenants sont bien rangés, bien organisés, chacun à sa place, éventuellement, enfin, deux par deux. Le prof, lui, il est sur une estrade, donc on voit qu'il a une position hiérarchique de supériorité. On voit qu'il fait face aux apprenants. On retrouve le schéma, j'aime bien dire, ecclésiastique, un peu comme un tabernacle qui va permettre de faire des rituels et de faire une médiation entre le savoir qui est affiché au tableau et puis les apprenants. Et puis, comme vous le voyez, au mur sont affichés différents outils pédagogiques. Alors, c'est bien des fusils et un fusil avec une baïonnette que vous voyez, parce qu'il ne faudrait pas oublier que pendant la Troisième République, le souci de l'État français, c'était quand même de faire des citoyens prêts à aller faire la guerre.
Et d'ailleurs, l'affiche que vous ne pouvez peut-être pas bien distinguer dans le fond, elle enseigne aux enfants à faire des bandages et à intervenir en cas de blessure par balle, par couteau ou par obus. Donc, on voit un petit peu quel est le contexte. Quelle est la relation d'enseignement qu'on peut imaginer? C'est une relation qui est directe, qui est transmissive, et on voit qu'on est vraiment sur une transmission de savoir. J'imagine assez mal les apprenants ici se lever, aller à la place, sauf dans des moments d'évaluation, puisqu'on voit ici avec le boulier ou le tableau, on peut imaginer ces moments-là. Vous voyez un petit peu la configuration traditionnelle de la classe. Alors, oui, mais nous, on est des profs de langue, on est en 2023 et on met tous en pratique les approches communicatives. Du coup, je me permets de vous afficher ici une photo que j'ai prise à l'époque où je faisais de la coordination pédagogique à l'Institut français. Donc, le collègue qui est là, je ne le mentionnerai pas, et ce n'est pas du tout pour le stigmatiser, c'est une situation extrêmement classique qu'on observe. Alors, vous ne pouvez pas bien voir les tables qui sont à l'arrière, malheureusement, parce que la salle était très, très étroite. Mais vous devinez un peu que les tables sont toutes collées les unes contre les autres, que l'enseignant, d'ailleurs, il est lui-même, il n'a pas beaucoup d'espace pour circuler. Et vous voyez qu'on a un enseignant qui est souvent dos aux élèves, qui prend beaucoup de notes. Et il faut savoir qu'ici, il s'agit d'une classe de communication orale. Le but, c'est de développer la compétence de communication à l'oral. Et quand on observe la classe, qu'est-ce qu'on voit? On voit un enseignant qui est dans une position finalement où l'objet d'apprentissage a plutôt l'air d'être un savoir. Si on se demande comment les apprenants pourraient développer une habileté, c'est-à-dire d'utiliser la langue, on voit que ça va quand même être assez limité à peut-être des interactions entre un apprenant et un enseignant. Le moyen pour enseigner à l'oral, vous le voyez, c'est des fiches ou un manuel sur la table et un stylo. Jusque-là, rien de bien étonnant, assez classique, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger si la cible, c'est de développer la compétence de communication ou l'habileté à l'oral. On voit qu'on est quand même plus sur un schéma qui va favoriser l'écoute des apprenants, la prise de notes et peut-être moins l'engagement dans la conversation. Je suis toujours au Japon. Là, l'enseignant que vous voyez, c'est moi. J'avais encore un peu plus de cheveux à l'époque. Et voilà un enseignant qui fait de son mieux dans un cours de communication orale au sein d'une université. Alors, c'est un dispositif que certains d'entre vous doivent connaître. C'est vrai que le défi est grand quand on se retrouve avec une soixantaine de grands débutants de langue et culture lointaines et qui sont supposés développer des compétences de communication. Qui enseigne? Évidemment, l'enseignant. Mais il y a quelque chose qui est à remarquer sur cette image par rapport à la précédente, c'est que vous voyez qu'on a des apprenants qui sont au tableau. Qui ont l'air de gigoter, là, de s'agiter, puis on voit que les autres apprenants les regardent. Donc, on voit que l'agent d'enseignement, c'est plus seulement l'enseignant. On voit qu'on commence à voir autre chose qui se passe et que les apprenants eux-mêmes vont prendre une position d'agent d'enseignement. Si on regarde l'image de gauche, on voit aussi qu'on a des apprenants qui se parlent les uns aux autres. Alors, est-ce qu'ils parlent la langue cible? Je ne peux pas vous le dire, on n'a pas d'enregistrement, mais en tout cas, ils ont l'air assez concentrés sur la tâche. Mais on peut aussi s'interroger sur le type d'habileté qui est développé, parce qu'on voit qu'à l'écran, on a du contenu affiché, on voit qu'ils ont un manuel sur leur table, ça se reconnaît bien avec les bandeaux bleus là. Donc, manifestement, les apprenants coopèrent, ils sont intéressés les uns aux autres, mais on peut encore une fois se demander si en termes de développement de la compétence de communication, les moyens mis en œuvre, le comment, si vous voulez, les outils, très riches ici, projecteurs, des tables magnifiques. Est-ce que tout ce merveilleux mobilier, est-ce que cet espace classe est finalement dans la bonne orientation pour développer ce qui est visé in fine, à savoir rendre ces jeunes gens capables de sortir de la classe et d'aller discuter avec des francophones de leur âge ou d'un autre âge. Autre classe, alors, pardon, ça va un peu trop vite. Voilà, je suis toujours au Japon. Alors, on voit que là, ça a changé. Dans l'image précédente, les tables étaient figées. Le pauvre enseignant, il aurait bien eu du mal à déplacer les tables et à faire bouger les apprenants. Ce n'était pas possible. Ici, c'est possible. On est à l'Institut français et la liberté pédagogique permet à l'enseignant de reconfigurer son espace classe. Où est l'enseignant? Peut-être qu'il est en train de circuler, d'aider, mais on voit ici que qui apprend, c'est bien sûr les apprenants, mais qui enseigne, c'est aussi les apprenants. On voit qu'il y a une coopération qui se fait en face à face. Et le moyen de l'apprentissage et de l'enseignement, on le voit nettement ici, c'est un bouquin. Alors, on est certainement beaucoup plus engagé dans la tâche, comme on dirait maintenant en termes de perspective actionnelle,
Mais on peut aussi s'interroger sur le moyen de l'enseignement. Est-ce que c'est vraiment avec de l'écrit et de la lecture qu'on va favoriser le développement de l'interaction orale? Est-ce que c'est en travaillant de cette façon-là qu'on va préparer les apprenants au mieux pour aller, une fois de plus, sortir de la classe et aller interagir avec des locuteurs francophones? La classe a changé. Ils ne sont plus en face à face par deux. D'ailleurs, c'était une des recommandations faites par un des didacticiens que je vous ai montré au début. Là, on voit qu'on a des espèces de micro-classes à l'intérieur de la classe. Le moyen d'enseignement, l'objet, si vous voulez, on voit qu'il est intégré cette fois dans une vidéo. Donc, on n'a plus simplement de l'écrit. On a un autre type de média avec de l'audio, du son, peut-être des contenus culturels ou socioculturels plus riches. On voit qu'il y a une exploitation méthodique du tableau, mais on voit quand même qu'on a des apprenants qui, encore une fois, collaborent, coopèrent, et la position de l'enseignant a l'air décentrée. Il a l'air d'être davantage quelqu'un qui gère la technologie, le matériel, et qui les laisse travailler entre eux. Ça fait écho à un certain courant méthodologique que je n'ai même pas besoin de mentionner parce que je sais que vous avez tous deviné duquel il s'agit. Oui, c'est ça, c'est une approche actionnelle. Donc, vous voyez que simplement à la lecture de l'organisation de l'espace classe, on peut voir si on est plutôt du côté du savoir ou du côté des habiletés, si l'apprenant il a un rôle dominant dans la classe ou un rôle, je dirais, de biais, et puis si les apprenants sont acteurs de leur apprentissage ou pas. Et pourtant, si tout ça semble acquis et établi depuis longtemps, voilà, il y a quelques années, un centre de langue qui se revendique d'une approche communicative, d'une perspective actionnelle, et je visite cette école, je prends des photos et voilà les classes que j'observe. Ça reste un schéma assez classique, avec des apprenants qui sont face au tableau, face à l'enseignant. On revient sur ce qu'on avait dit précédemment, on retrouve le schéma de la Troisième République, ce n'est pas ça qui va être favorable aux interactions et au développement de l'habileté. Puis en plus de ça, vous voyez que le tableau n'est pas bien grand. Et d'ailleurs, on voit bien sur l'image de droite l'effort qui a été fait pour ajouter un second tableau, ce qui montre que le concept, j'ai envie de dire le paradigme, en tout cas la conception centrale de l'objet ici, c'est la langue en tant que savoir, en tant que système graphique, en tant que système linguistique et plutôt écrit. Alors, toujours en France, dans cette même école, les enseignants ont quand même la liberté pédagogique d'organiser la classe comme ils le souhaitent. Voilà une classe, bon, elle a la forme qu'elle a, je pense que l'enseignant a fait de son mieux pour y disposer les tables. On retrouve le dispositif en U, qui est le plus couramment utilisé par l'ensemble de nos collègues, si vous avez l'occasion de visiter des classes. Et c'est vrai que le dispositif en U, ça permet à l'enseignant de voir tout le monde, de faire en sorte que les apprenants se voient les uns les autres, donc ça permet quand même des interactions entre les apprenants au sein de la classe. Mais si vous regardez cette image-ci et la suivante, donc c'est dans la même école, mais il y a deux salles, et les enseignants qui ont eu en charge des classes dans ces deux salles ont fait des choix très légèrement différents, mais à mon avis qui veulent dire beaucoup. Dans le premier cas, on a toujours l'enseignant qui est au centre de la classe, qui a la position d'autorité, qui va distribuer la parole, qui va faire des allers-retours entre ce qui va être dit et le tableau. Et dans la deuxième image, regardez, le prof a enlevé la table, ou il l'a collée contre le U des apprenants. Donc, on comprend ici qu'en termes de relation entre apprentissage, enseignant et apprenant, on a un enseignant qui cherche à se fondre ou à se confondre avec les apprenants, qui va très certainement circuler dans la classe, qui sera certainement plus engagé aussi à faire se déplacer ou faire circuler les apprenants dans la classe. Il a laissé plus de place devant le tableau. Bref, on voit qu'on va certainement être davantage dans une conception d'un enseignement visant le développement d'habiletés que basé sur une conception d'une langue qui sera une langue, sinon écrite dès le départ, très vite écrite en tout cas. Et puis alors, il y a des dispositifs qui sont intéressants. Je vous montre ces deux-là rapidement. C'est sûr qu'en fonction de l'espace dont on a dans la classe, il faut bien se débrouiller. Regardez sur l'image de gauche, on imagine assez facilement les apprenants, comme on l'avait vu tout à l'heure dans la situation au Japon, se parler face à face, mais ça va être difficile de faire mieux que cela. Je ne sais pas s'ils utiliseront le tableau, ça semble un peu difficile pour ceux qui sont sur la partie de gauche, peut-être des documents ou peut-être simplement de la communication directe, mais comment va pouvoir intervenir l'enseignant pour les aider s'il ne peut pas se rapprocher de ceux qui sont au centre de cette grande table?
Puis sur la partie de droite, alors une belle curiosité, là, une espèce de U ouvert. Pareil, il n'y a pas de table de l'enseignant. Alors, où est l'enseignant? Je ne sais pas, peut-être sur le tabouret central. Et c'est vrai que là, on imagine assez bien dans cette classe un travail en collaboration par 2 ou 3 avec un enseignant qui irait de l'un à l'autre. Donc, que ce soit de l'oral ou de l'écrit, on est certainement beaucoup plus dans une perspective actionnelle, à n'en pas douter. Voilà, toutes sortes de classes que j'ai voulu vous montrer et maintenant l'apparition de la technologie. Alors cette image, elle est déjà ancienne, hein. Je l'avais prise à Sydney, à l'Alliance française de Sydney, je crois en 2008. Ils étaient très en avance sur la mise en place de TBI. Malheureusement, quand j'ai pris cette photo, c'était la pause, alors les étudiants se sont levés, il y en a juste quelques-uns qui sont restés. Mais ce que je voudrais vous faire voir ici, c'est que si on retrouve le dispositif en U qui favorise effectivement les interactions entre chacun au milieu de la classe, le fait d'avoir introduit ce TBI, là, cette espèce de super projecteur magnifique, fait que si l'enseignant n'est plus le centre qui capte l'attention, qui monopolise la parole parce qu'il y a ce matériel, on voit que dans le fond, ce qui capte l'attention, ben, c'est l'écran et que ce qui va surtout être au centre de la classe, c'est écouter, comprendre, observer, analyser ce qui va être affiché au tableau. Le rôle de l'enseignant devenant progressivement celui d'un manipulateur, hein, d'un technicien qui va laisser la parole au matériel. Et là encore, on peut se demander qu'est-ce qui va être davantage développé chez les apprenants? Compréhension orale peut-être, compréhension audiovisuelle. Est-ce qu'on va favoriser les interactions? Alors vous allez me dire, il ne va peut-être pas allumer son TBI tout le temps, mais en tout cas, c'est ça qui est recommandé, c'est d'utiliser ce matériel. Et encore une fois, on va être sur une vision plus savoir ou abstraction de la langue. Mais d'autres utilisations du TBI sont possibles. Regardez ici. On voit que les apprenants sont eux qui manipulent le TBI. L'enseignant, lui, il est en retrait. On peut se demander aussi, alors, quel est le type, quel est l'objet de l'apprentissage? Si vous regardez avec moi au tableau, vous verrez que ce qu'on voit, c'est un exercice de placement de phrases. Donc, les apprenants sont en train de réfléchir à l'organisation du texte. Ils sont en train de développer la composante de cohésion textuelle. Dans le fond, ça peut se faire en langue maternelle ou ça peut se faire même sans parler. Donc, ils sont en train de réfléchir sur la langue. C'est peut-être utile. On peut s'interroger aussi sur l'homologie possible entre cette situation de classe et ce qu'ils auraient à faire dans la vraie vie s'ils rencontraient des interlocuteurs francophones. Autre utilisation du TBI, là, on se rapproche davantage de quelque chose qui pourrait ressembler à la vie quotidienne. Forcément, on imagine qu'ils se parlent. On voit qu'il y a une personne qui donne une indication d'itinéraire à une autre personne. Le TBI, c'est peut-être un peu artificiel. En même temps, ça permet à l'enseignant d'évaluer la tâche. On va voir si la communication est bien passée et si l'itinéraire a été bien donné. Ça, c'est quand même assez utile. Mais en réfléchissant à la réalisation actionnelle de cette tâche, on peut se dire que oui, la tâche a été réalisée, l'itinéraire a été bien indiqué, mais est-ce que la qualité linguistique est au rendez-vous? Peut-être que c'était très tâtonnant, très hasardeux, mal prononcé. On a quand même atteint le résultat, à savoir la tâche. Alors, vous voyez où je veux en venir. Il y a derrière cette observation-là la critique que j'avais évoquée précédemment de nombreux de nos apprenants qui obtiennent des certifications de tout niveau, y compris de haut niveau, avec de grosses lacunes sur toutes sortes de composantes linguistiques essentielles pour l'intégration sociale. J'espère que vous avez plaisir et que vous vous amusez avec moi avec ces schémas. Je vais vous montrer rapidement une autre configuration d'utilisation du TBI par les apprenants. Je vais accélérer mes commentaires parce que je vois que je manque de temps. Mais comme vous voyez ici, pareil, le matériel a été confié aux apprenants eux-mêmes. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce sont les apprenants eux-mêmes qui ont déplacé le mobilier, organisé de manière un peu chaotique d'ailleurs leur espace classe, mais qu'on voit qu'ils s'approprient cet espace classe et qu'ils sont tous extrêmement engagés dans leur écoute. Et puis, pour finir, cette classe que j'ai trouvée quand même très intéressante, ça fait des années que je me la garde sous le coude parce que je voulais la montrer. Regardez l'ingéniosité de cet enseignant-là qui a séparé sa classe en 3 classes. On voit bien au centre de la classe, comme ça en étoile, une espèce de table ronde. Donc on imagine, alors c'était peut-être l'activité d'échauffement à un moment donné dans le déroulement de sa séquence didactique. On voit que là, voilà, il va falloir se parler.
Là, c'était pendant un temps de pause, hein, donc on voit sur le côté des apprenants qui s'aident, qui collaborent, peut-être ils corrigent des devoirs ou peut-être ils préparent quelque chose à un écrit. Puis on voit sur la droite, avec une télévision dans un coin, un espace qui a été organisé pour vraiment qu'ils soient concentrés, qu'ils aient une bonne visibilité du matériel. Donc on voit là qu'il y a une réflexion de la part de l'enseignant sur différentes organisations spatiales de son espace de classe pour favoriser le travail de différents types de tâches, de différentes habiletés langagières, l'écoute du document audio, la prise de parole en groupe et puis apparemment le travail d'écrit en collaboration. Assez ingénieux. Voilà, j'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir par rapport à vos propres espaces classe. Qu'est-ce que vous faites avec votre mobilier ou pas d'ailleurs, pour favoriser ce que vous souhaitez développer, des habiletés ou des savoirs, de production, de compréhension, c'est vous qui me le direz. Juste pour en venir à ma partie suivante, je vous montre ici une classe dans laquelle est mise en pratique l'approche neurolinguistique, qui, vous le savez, est la méthodologie que je recommande. Alors, on ne va pas voir l'approche neurolinguistique dans cette classe, hein, on s'entend bien, mais ce que vous pouvez observer, bon, ça a été fait pendant la crise sanitaire, c'est pour ça qu'il y a des espèces de parois de plexiglas pour pas qu'ils postillonnent les uns sur les autres, et puis que c'est relativement espacé. Mais ce qui retient mon attention dans cette classe-là, c'est la variation des espaces, comme on l'avait vu précédemment dans une classe qui avait été prise dans un institut français, et puis l'effort qui est fait pour que la lumière rentre. On voit bien que ça a été espacé pour que du côté de l'enseignant, il y ait de la lumière et que dans la zone un peu plus ombragée, là dans le coin lecture, on a rajouté une lampe qui est allumée. Et c'est un point important, la lumière, vous en doutez, et c'est vers cela que je voudrais aller maintenant. On a parlé de la classe en tant qu'organisation spatiale et on a vu que ça avait des implications en termes de potentialité de travail de certaines composantes de la compétence de communication ou pas. Maintenant, je voudrais parler avec vous de la classe comme milieu. Qu'est-ce à dire? Simplement pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, je vais vous montrer quelques photos de classe et dites-moi si vous aimeriez apprendre. Là, c'est une photo qui a été prise dans une classe de l'Université Paris 8, ou enseigner. Là, c'est une photo qui a été prise dans une classe nord-américaine, dans des classes aussi en désordre. Vous allez me dire oui, non, pas vraiment. Mais alors pourquoi? Écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de la psychologie cognitive pour se dire que ce désordre-là n'est pas forcément favorable à la concentration, l'attention et la focalisation de l'attention sur ce que l'enseignant veut faire faire. Voici le même type de classe, dans le même contexte américain, où on voit une classe bien rangée, bien ordonnée, on se dit que ça va certainement mieux se passer. Et puis pour aller jusqu'au bout de mon propos, je vous montre, elle n'est pas apparue, ma classe de l'école, pardon, une classe Montessori, voilà, c'est à Singapour. Et regardez ce qui est fabuleux dans cette classe. Alors non seulement elle est lumineuse, bon, elle est pleine de couleurs, mais vous avez une table, vous avez un coin pour vous asseoir, vous avez un coin pour manger, vous avez un coin pour lire. Finalement, on voit que dans cette approche pédagogie de projet, développement de l'enfant, développement de la personnalité, on a une salle de classe qui finalement ressemble beaucoup à ce qui pourrait être un mini-appartement, à une vraie maison, à un endroit où on a envie d'habiter. Et c'est vers cela que je vais aller maintenant. Alors, pourquoi? Je voudrais faire un passage avec vous par des études qui ont été faites en psychologie cognitive sur l'impact de l'atmosphère sur l'apprentissage. Voici une étude qui a été faite en 1976 par Margaret Allen et Gloria Fisher, donc en anglais Ambient Temperature Effects on Paired Associated Learning. Pour le dire concrètement, on a fait apprendre des choses à des populations analogues, donc on a pris un certain nombre d'apprenants de même âge, de même classe sociale, avec des pré-tests pour s'assurer qu'ils étaient à peu près aux mêmes aptitudes cognitives, et on leur a demandé d'apprendre une liste de choses et de les restituer dans des atmosphères aux températures variées. 22 degrés, c'est, nous disent les médecins, la température idéale dans laquelle le corps humain se sent bien normalement. Et puis, on a voulu tester si on augmentait progressivement la température de 5 degrés ou si on la diminuait de 5 degrés. Et ce qu'on a demandé d'apprendre, on a voulu tester s'il y avait les mêmes résultats en faisant varier la température. Alors, ça ne vous surprendra pas de lire dans cette étude qu'à 22 degrés, les résultats sont optimaux. Et quand on baisse de 5 degrés, quand on baisse
de 10 degrés, les résultats diminuent. Et les résultats diminuent aussi quand la température augmente. Vous l'avez certainement vous-même ressenti, c'est moins confortable d'étudier quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Ça semble évident, mais ce n'est pas forcément toujours pris en considération par les écoles ou même les enseignants s'ils ont la possibilité de jouer sur le variateur ou d'aérer la classe. La question qui se pose aussi, c'est que l'atmosphère, ce n'est pas simplement la température. L'atmosphère, c'est aussi le degré d'hygrométrie de la classe. Et l'étude a été poussée en essayant de comparer les résultats selon qu'on était dans une pièce un peu chaude mais sèche, un peu froide mais sèche, ou bien la même température un peu froide dans une pièce humide, ou la même température un peu chaude dans une pièce humide. Et là, c'est très intéressant les résultats, parce que, bon, sans douter, les résultats sont moins bons s'il fait trop chaud ou trop froid et clair et sec. En revanche, si on fait légèrement augmenter l'hygrométrie, et à hygrométrie constante, on a les mêmes résultats, même s'il fait un peu froid ou même s'il fait un peu chaud. Alors, dites à vos directeurs d'école ou à vos administrateurs de mettre des humidificateurs d'air si vous êtes dans des atmosphères sèches. En tout cas, ça a un impact manifestement sur les performances cognitives de nos apprenants. Ça, c'était un exemple par rapport à la question de la température. Je voudrais venir maintenant à la déco ou à l'atmosphère ou à la couleur, si vous voulez, qu'on a dans la classe. Regardez ce qui se passe avec ces figures. Vous reconnaissez comme moi 4 cercles. Alors, je vais vous demander de jouer le jeu avec moi. Bien sûr, c'est une illusion optique, vous en doutez, mais qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Je pense que vous voyez comme moi 4 cercles, un violet, un rouge, un orange, un jaune. On peut s'amuser à continuer avec d'autres formes. Là, vous voyez, j'espère, si vos yeux fonctionnent comme les miens, que vous voyez un cube rose et un cube violet. Et ici, vous verrez des sphères, j'imagine, vertes, rouges, bleues. Si ce n'est pas le cas, courez vite voir votre psychologue, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est normal que vous les voyez de couleurs différentes. Alors, je viens de vous faire une expérience qui est connue en optique, c'est ce qu'on appelle l'illusion de Munker-White. Et cette illusion de Munker-White, c'est très intéressant parce qu'elle nous fait la démonstration in vivo, vous êtes en train de la faire maintenant en regardant l'écran, que la couleur qu'on attribue à un objet, elle est directement tributaire du milieu dans lequel se trouve cet objet. Et ce que je vais vous montrer là, de manière un peu métaphorique, c'est que la perception qu'on a d'une chose, la perception que l'apprenant va avoir de l'enseignant, de son groupe classe, du contenu qui lui est exposé, elle est tributaire de l'atmosphère, de la couleur, de l'environnement qu'il a autour de lui. En ce qui concerne la couleur, ce n'est pas du tout New Age ce que je vous raconte là. Je vous mentionne ici une étude qui a été faite, regardez, Environmental Color Impact upon Human Behavior. C'est une méta-étude de 40 études qui ont été faites sur l'impact de la couleur sur les sentiments humains. Quand on met une personne dans une salle rouge, teinte en rouge, on sait que ça provoque, enfin ça stimule certaines hormones, je ne vais pas aller dans le détail, mais notamment si quelqu'un a des risques d'épilepsie, on risque de provoquer une crise d'épilepsie en le mettant dans une salle rouge. À l'inverse, quelqu'un qui a des risques d'épilepsie, on peut calmer, voire arrêter sa crise d'épilepsie en le mettant dans une salle de couleur bleue. C'est des études qui datent de 1889, rendez-vous compte. Donc c'est des choses qui ont été étudiées depuis longtemps. Et on sait qu'il y a un impact là-dessus. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans les hôpitaux pour choisir des couleurs qui seraient favorables à un état psychologique apaisé chez les malades dans les hôpitaux, parce qu'on sait que ça va contribuer à leur bonne guérison. À bon entendeur, salut pour vos décorations de classe. Tout ça m'amène à aller encore un pas plus loin, et je vais vous parler maintenant du Transfer Appropriate Processing, ou en français du processus de transfert approprié, qui a été thématisé, conceptualisé par Alan Baddeley, qui est un psychologue anglais, il a travaillé à l'université de York, avec, je vais mentionner pour vous une expérimentation qui est bien célèbre dans le milieu de la psychologie, qu'on appelle The Diving Experiment, ou l'expérience de la plongée sous-marine. Alors l'étude a consisté, un peu curieusement, je vous passe les raisons pour lesquelles il l'a faite, mais à voir si l'impact du milieu sur la capacité à encoder et décoder l'information, donc si vous voulez, la capacité à apprendre, à mémoriser des contenus. L'étude donc s'est dit, on va prendre des populations, toujours pareil, groupe test, groupe contrôle, groupe témoin, pour avoir des gens qui sont de
les mêmes conditions de départ. Et puis, on va leur demander d'apprendre des choses en étant dans une classe, sur la Terre, un espace classe normal. Et puis, on va faire les mêmes études avec les mêmes questionnaires, avec le même type de population, en mettant les gens, avec le matériel adapté, sous l'eau. Pour ensuite voir la restitution de l'apprentissage pour ceux qui ont appris dans une salle de classe, de nouveau dans une salle de classe, ou bien en les mettant sous l'eau, ce qui est quand même pas forcément agréable de passer un examen en étant avec des bonbonnes ou un scaphandrier. Et puis, même chose, ceux qui ont appris sous l'eau, on leur a demandé de restituer ce qu'ils avaient appris, toujours en étant dans leur piscine, ou alors en changeant de milieu et en allant sur Terre. Et vous allez voir que là, les résultats sont intéressants parce que, comme souvent en psychologie cognitive, ils sont intéressants quand ils sont contre-intuitifs. Évidemment, des gens qui ont appris sous l'eau et qui ont demandé de restituer l'information sous l'eau, ils ont un score sur 15 items, ils en restituent 13, c'est un très bon score. Et puis, on découvre que ceux qui étaient sous l'eau et qu'on a changé de milieu, ils se retrouvent sur Terre, ils ont un score qui est moins bon. Ça peut être surprenant parce qu'on aurait pu se dire, on n'est pas des poissons là, on est quand même plus à l'aise pour restituer l'information en étant sur Terre, et pourtant il y a une perte d'information. Regardez du côté de ceux qui ont appris sur Terre et qui sont mis sous l'eau. Ça, ce n'est pas surprenant. On vous change de milieu, on vous met dans un milieu qui n'est pas forcément agréable, en tout cas qui n'est pas naturel. Il y a des perturbations cognitives, les résultats sont moins bons. Et puis, contexte normal, ils ont appris dans une salle de classe, ils restent dans une salle de classe, les résultats sont bons. Sauf que ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que les résultats sont très analogues quand ceux qui ont appris sur Terre restituent sur Terre à ceux qui ont appris sous l'eau et restituent sous l'eau. Voilà une grande découverte qui a été faite par Alan Baddeley qui nous dit que la récupération mémorielle est optimale lorsque l'encodage et la récupération ont lieu dans un contexte environnemental identique. Alors, à l'époque où cette étude a été faite, évidemment, ça a fait discourir énormément, et puis certains psychologues se sont dit, ça c'est assez amusant, mais il faudrait voir ça dans des milieux d'apprentissage plus naturels. La plupart du temps, quand on est étudiant, on aime bien aller dans des bibliothèques, en tout cas dans des endroits calmes. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans les bibliothèques, on nous interdit de faire du bruit, parce que c'est bien désagréable. Mais il y a quand même des gens, peut-être parmi vous, certains, qui préfèrent travailler dans des milieux bruyants, à la cafétéria, ou je ne sais pas, au restaurant. Alors, qu'en est-il ? Grant, un autre psychologue anglais, avec toute une équipe, a reproduit les tests de Baddeley, mais donc ici pour voir dans quelle mesure la mémoire était dépendante du contexte d'apprentissage. Et ce qui a été fait, c'est à peu près la même démarche, c'est de mettre des apprenants dans des salles bruyantes ou dans des salles silencieuses pour tester ensuite la restitution de ceux qui ont appris en silence dans une salle bruyante, de ceux qui ont appris en silence de nouveau dans une salle silencieuse, de ceux qui ont appris avec du bruit dans une salle bruyante et de ceux qui ont appris avec du bruit dans une salle silencieuse. Creux, croyez-vous qu'il arriva ? C'est très simple. Ceux qui ont appris en silence et qui sont dans une salle bruyante, ils n'ont pas de très bons résultats. Vous voyez ici, ils sont à 4 sur 10. Ils ont eu du mal. Ceux qui ont appris en silence et qui restituent dans une salle en silence, ils ont un score optimal. Ça, on n'en est pas surpris. Ceux qui ont appris dans une salle bruyante et qui restituent dans une salle bruyante, ils ont un score qui est quasiment le même que ceux qui ont appris en silence et qui restituent dans une salle silencieuse. Mais en revanche, ceux qui ont appris dans une salle bruyante et qui se retrouvent dans une salle silencieuse, eux, on voit que leur score a diminué. Et donc, ce second test qui a été fait, puis ces études ont été refaites à de nombreuses reprises, ont montré une fois de plus que la récupération mémorielle est optimale lorsque l'encodage et la récupération ont lieu dans un contexte environnemental identique. Voilà le fameux processus de transfert approprié, qui est quelque chose de bien établi en psychologie cognitive. Qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, de cette affaire-là ? C'est un élément qui a amené des didacticiens à réfléchir. Alors, je le mentionne rapidement ici, je n'ai pas mis d'image. Dans le contexte de l'enseignement des langues, ça a été repris par Norman Segalowitz, qui est un Québécois anglophone, qui a enseigné à l'université McGill assez longtemps, qui en a parlé. Et les réflexions de Norman Segalowitz et d'autres auteurs, dont Nick Ellis, ont été reprises par Claude Germain et John Nathan pour formuler le concept de communication authentique. Qu'est-ce que c'est que le concept de communication authentique ? Je vais y venir. Mais un rapide bilan avant d'aller plus loin sur les éléments que j'ai mentionnés avec vous. On a vu que la température avait un impact sur notre capacité d'apprentissage en termes de milieu. Les couleurs également. On a parlé de ce Transfer Appropriate Processing, et on voit que globalement, de manière
environnemental, il y a un impact de l'environnement par rapport à la situation dans laquelle on va réemployer ce qui a été appris. Et puis, je voudrais mentionner aussi les interactions. Parce que quand on a une situation de classe comme celle-ci, bon, c'est sûr que les masques pendant la crise sanitaire, ça favorisait pas beaucoup la modélisation de la prononciation quand on a affaire à un enseignement des langues. C'est important pour nous de bien voir comment la bouche articule. Mais quand on voit la position corporelle de cette enseignante, on voit que ce qu'elle met en jeu en termes d'interaction pédagogique avec ses apprenants n'a rien à voir avec une interaction sociale qu'on pourrait souhaiter avoir dans la vie réelle, qui serait une véritable situation de communication. Enfin, peut-être les mamans avec les enfants peuvent avoir ce genre de position, mais certainement pas des jeunes gens entre eux ou des jeunes ou des adultes entre eux quand ils se parlent. Alors, je vais revenir sur les interactions. Donc, j'en viens maintenant à mon fameux concept de communication authentique. Et on va essayer de réfléchir en quoi il y a un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le processus de transfert approprié. Je m'appuie pour cela sur des propos rapportés par Claude Germain, par Jawida Kadri, dans son livre Voix multiples de la didactique du français, qui est une longue interview biographique de Claude Germain, qui relate les retours qui ont été faits après plusieurs années d'expérimentation de l'approche neurolinguistique au sein de ce qu'on appelle au Canada le français intensif. Donc, ça a été la mise en place d'un régime intensif avec les stratégies de cette approche-là. Et puis, Claude Germain nous parle du désir de communiquer. C'est vrai que souvent, dans les formations en FLE, la question de la motivation est évoquée et on se plaint du déficit de motivation des apprenants, de la difficulté à motiver les apprenants. Du coup, on suggère de faire des jeux ou toutes sortes d'activités brise-glace pour motiver les apprenants. Mais ce que nous explique Claude Germain au retour des propos des apprenants eux-mêmes et de leurs parents, c'est que les choses ne sont peut-être pas vues sous le bon angle. Dans le fond, si on regarde d'un point de vue anthropologique, le désir de communiquer chez les êtres humains, comme chez les mammifères d'ailleurs, si vous avez des chats et des chiens, vous verrez qu'ils viennent vers vous avec les oreilles dressées ou baissées, ils veulent communiquer avec vous. Nous, les humains, quand on est face à face, spontanément, on a envie de communiquer. Et d'ailleurs, l'image que je vous montre là, c'est peut-être ceux qui sont parents, ils ont forcément fait ça avec leurs enfants, hein, on joue au caché-coucou, on voit qu'on joue des expressions faciales et les enfants, tout petits, hein, ils ne parlent pas encore, ils vont imiter votre sourire, votre air inquiet, et progressivement, ils vont imiter votre langage. Et c'est très probablement le processus par lequel on passe pour développer sa langue première. Donc, deux personnes face à face essayent de communiquer. Quand ça marche, ben, on est content. Mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, on n'est pas à l'aise. Alors, je vous montre ce jeune homme-là qui était venu chez nous à la ferme linguistique parce qu'en fait, il manquait beaucoup de confiance en lui dans la prise de parole. Il disait, moi, je ne peux pas parler anglais en l'occurrence parce que je ne me sens pas à l'aise et puis dans la classe, je me sens ridicule. On a fait un travail justement pour qu'il puisse prendre la parole, qu'il fonctionne dans la langue et il s'est senti progressivement de plus en plus à l'aise et il a pu prendre confiance en lui. On est arrivé à un point finalement où il a vraiment pris confiance en lui. Il s'est dit, je suis prêt maintenant, je vais pouvoir passer un concours pour aller dans une école de commerce et je vais faire mon interview en anglais. Et ça l'a bien motivé et il s'est dit, ben, vraiment, ça me plaît et je veux aller plus loin maintenant en anglais, je veux continuer à apprendre et puis je veux aussi me préparer pour voyager, etc. Donc, ce que je vous montre là, cette boucle-là, c'est que la motivation, qui est souvent prise comme un point de départ de l'apprentissage, ben, d'après la réflexion de Claude Germain, ça serait plutôt une résultante. Le désir de communiquer est en premier et la motivation venant de la réussite de la communication qui est souhaitée, mais qui est bien sûr pas facile en langue étrangère, parce qu'on ne la parle pas la langue étrangère. Donc toute la question reviendrait à permettre à un apprenant de réaliser ce désir de communiquer dans la langue cible, et ainsi on obtiendrait cette boucle de la motivation qui est bien connue en psychologie, hein. C'est le cercle vertueux de la motivation. Quand on réussit quelque chose, il y a une production de dopamine, ça donne du plaisir et on veut recommencer. Donc, c'est ça qui est visé, essayer de donner du plaisir pour avoir envie de continuer à avoir envie d'apprendre. Alors, pourquoi la communication authentique? Pourquoi l'approche neurolinguistique parle de cette communication authentique? Pour ceux qui ne connaissent pas l'approche neurolinguistique, je vais mentionner très rapidement, c'est une approche qui se synthétise en 5 principes. Le premier, c'est la distinction de 2 grammaires, une grammaire interne, une grammaire externe, avec la primauté à donner à la grammaire interne et au développement de l'oral. Un autre principe qui est qu'on vise à développer la littératie, et c'est pour ça qu'il y a une pédagogie qui est particulière, qui est spécifique pour l'enseignement des langues.
Un autre principe qui est celui des interactions sociales, des interactions bien sûr qui sont dans la classe, mais qui doivent être comme elles sont dans la vie, puis c'est une pédagogie de projet. Mais parmi les 5 principes, il y en a un qui est vraiment crucial, en tout cas sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est celui de la communication authentique. Et c'est quoi? La communication authentique, c'est de ne pas être un Pinocchio dans la classe. C'est-à-dire, pas faire dire à des apprenants des choses qui ne sont pas. Leur faire répéter « j'ai un pull rouge » alors qu'ils sont peut-être avec une chemise bleue, les faire jouer un rôle qui n'est pas le leur, ou le prof faire semblant de raconter quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. La communication authentique, c'est complexe. Ça se joue à plusieurs niveaux. Le premier niveau, on pourrait dire, c'est celui de l'authenticité des formes langagières. Un apprenant peut s'exprimer approximativement. D'un point de vue purement communicatif, il aura performé. Il aura réussi à se faire comprendre, mais peut-être que ce n'est pas exactement comme ça qu'on le dit. D'ailleurs, il y a des variétés du français, et si on n'a pas la bonne variété, si moi, en tant que Français de France, je vais au Québec, les gens m'écoutent avec une oreille légèrement dressée parce que je ne parle pas comme eux. Mais si je parle comme eux, alors on ne se rend même plus compte que la personne est d'une autre communauté. Vous voyez où je veux en venir? Donc, le premier degré de l'authenticité, c'est celui de la conformité entre ce qui est dit par un apprenant et puis la société cible de la langue qu'il est en train d'apprendre. Le deuxième degré, c'est que ce n'est pas simplement un énoncé tout seul, c'est que l'énoncé appelle aussi une réponse. Il faut que ça soit concordant. Si je demande quel temps fait-il aujourd'hui, j'attends comme réponse « il fait beau », « il pleut », « il fait frais ». Et vous voyez qu'il n'y a pas d'homologie morphologique entre la question et la réponse. Donc, il faut aussi apprendre quels sont les emboîtements idiomatiques entre les questions et les réponses. À notre niveau, vous allez me dire, ça on connaît bien, c'est celui des documents authentiques. Dans le fond, pour préparer des apprenants à pouvoir communiquer dans la vie réelle, il vaut mieux prendre des vrais journaux, des vrais articles d'Internet et des vraies vidéos, plutôt que des documents faits pour la classe qui les éloignent de la réalité. Ça, c'est bien connu de la plupart des enseignants, l'authenticité sur ce plan qui est strictement linguistique. Mais on peut aller plus loin, parce que si l'expérience de classe est une expérience forte au niveau émotionnel, si on a de la joie dans la classe, si on a de l'inquiétude aussi, si on a de la préoccupation, de la réflexion, cette expérience authentique-là va avoir un impact sur l'apprentissage. Et je me réfère encore une fois au processus de transfert approprié, ça va amener une homologie entre la récupération, peut-être ultérieurement après l'apprentissage, et ce qui s'est passé dans la classe. Même chose par rapport au message. Si mes apprenants sont habitués, entraînés à avoir des messages vrais, en parlant d'eux-mêmes, de leur environnement, de ce qui les intéresse, en sortant de la classe, c'est ça qu'ils seront capables de faire. Et puis, il y a encore un niveau au-dessus, c'est celui de l'engagement dans son entièreté, dans sa totalité. Je veux dire par là que le message peut être vrai, authentique, mais finalement assez plat. Mais quand on parle une langue, il y a une manière d'utiliser le paraverbal, l'expression du visage, les gestes, l'intonation, et puis une manière aussi de s'impliquer dans ce qu'on est en train de dire, qui fait qu'on a un engagement de nature cognitive. Et donc, ces 3 niveaux supérieurs, ce sont des niveaux que je dirais psychologiques ou cognitifs qui font qu'on est dans une communication authentique. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que simplement le document authentique, d'ailleurs, dont on peut avoir un traitement très, très artificiel. C'est le fait que tout ce qui se vit dans les interactions qu'on a avec ses amis, sa famille ou ses collègues, on arrive à le faire vivre en classe. C'est ça, la communication authentique. Alors, j'en reviens à mes espaces classes, mais pas tout de suite. Je pose la question des jeux. On aime bien faire des jeux en classe justement pour motiver ou mettre un petit peu de bonne humeur. Et puis, une pratique courante dans l'enseignement des langues, c'est les jeux de rôle. Que penser des jeux de rôle après tout ce que je vous ai dit? Je me réfère à… Alors, là aussi, la littérature est abondante, mais cet article-là, The Truth About Lying, fait une analyse de ce qui se passe dans le cerveau à partir d'imagerie et aussi de toutes sortes de tests psychologiques, et nous montre que, dans le fond, quand on est en situation de jeu de rôle, quand on est en train de mentir, en fait, parce que du point de vue cognitif, c'est ni plus ni moins qu'un mensonge, c'est extrêmement coûteux au niveau cognitif ou intellectuel. Pourquoi? Parce qu'on doit à la fois comprendre le problème, chercher à résoudre le problème, jouer un personnage, jouer un rôle avec toutes les ramifications que ça doit avoir, garder tout ça en mémoire,
en mémoire de travail, et en même temps parler une nouvelle langue qui elle-même nous demande un effort, parce que pour parler cette nouvelle langue, il faut se souvenir d'un vocabulaire qui n'est peut-être pas encore complètement présent, il faut inhiber une certaine tendance à la prononciation, à l'articulation, pour la remplacer par celle de la langue cible. Bref, vous voyez où je veux en venir. En fait, c'est extrêmement dur mentalement de faire semblant. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on veut faire des jeux de rôle, on a des crashs, c'est-à-dire que soit ils font la tâche, ils jouent le jeu, mais la langue, c'est un peu du charabia, soit ils sont très concentrés sur la langue, ils sont appliqués à bien parler, mais finalement, ils ne jouent pas tellement le jeu. Ceci étant dit, cela m'amène à, ce sera le terme de ma présentation, déscolariser la classe. Hier, il se trouve que j'ai eu la chance d'observer la classe de mon collègue et ami ici, Gabriel. Le quartier français, qui s'efforce de mettre en pratique l'approche neurolinguistique et ses recommandations, a fait un choix que je trouve vraiment extraordinaire. Les classes se font, peut-être pas toutes, mais en tout cas celles que j'ai vues hier, dans un endroit qui s'appelle un anti-café. Bon, c'est comme un café, sauf que vous n'y allez pas pour prendre des consommations, vous payez à la durée, mais ça se présente comme, enfin, ça veut être un espace convivial, chaleureux, d'échange, de liberté d'opinion. Bref, c'est l'endroit idéal pour vraiment déscolariser la classe. On est comme chez soi, on est même mieux que chez soi, on est comme dans un salon entre amis. Alors, regardez, si je reprends le trapèze didactologique qu'on avait travaillé un petit peu ensemble, qui sont les acteurs et quelles sont les composantes. Alors, où est l'enseignant là-dedans? Finalement, si on regarde, on a du mal à distinguer qui est l'enseignant, qui est l'apprenant, et on voit bien qu'en fait, tous les acteurs, enfin plutôt toutes les personnes dans cette classe sont acteurs de l'apprentissage. Où est la relation d'enseignement? Où est la relation d'apprentissage? Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de projecteur. Donc, comment ils font pour travailler? Ça se passe forcément au sein des interactions orales entre les apprenants. Alors, bon, on pourrait commenter aussi la température et l'hygrométrie de la classe ainsi que la couleur, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire par déscolariser la classe. Et vous voyez que sur l'image de droite, alors on peut distinguer nettement qu'ils sont 2 par 2 là, ils ont un petit peu déplacé le mobilier. Et je peux vous le dire, parce que je l'ai vu hier ils font ça d'eux-mêmes pour se rapprocher dans des moments où c'est plus le groupe classe qui communique de manière globale, mais c'est les apprenants qui se mettent à se focaliser sur des interactions et échange de questions-réponses. Voilà. Donc, je crois qu'on a un bon exemple ici de réflexion aboutie de ces questions de contraintes imposées par le mobilier ou les configurations de classe classiques. Et quand je dis classique, j'intègre tout ce qu'on voit dans les écoles qui se revendiquent des approches communicatives. Là, on est vraiment allé très loin. Et c'est aussi ce que moi je recommande, parce qu'avec le cadre européen commun, on a des recommandations d'enseignement par compétences, avec des compétences et des composantes de compétences, et puis tout un découpage de ce qu'il faut enseigner, sans vraie recommandation sur la manière de le faire. Et c'est vrai que la tendance est forte de refiler tout ça à des machines, où finalement toutes ces composantes-là, phonologique, pragmatique, linguistique, vocabulaire. On pourra apprendre tout ça de manière épars, et puis après, on va rassembler tout ça. Alors, moi, je crois qu'il y a une dimension humaine qui est un petit peu manquée. Je pense que le contexte déscolarisé est beaucoup plus performant. Ça, c'est une classe chez moi. Donc, vous voyez qu'on apprend quand même, il y a de la phonologie sur l'écran. Mais vous voyez que la convivialité est au centre. Et c'est pour ça que c'est le choix que j'ai fait, moi, de proposer cette ferme linguistique où, en fait, l'apprentissage se fait non pas dans des salles de classe, et même s'il y a des cours en ligne qui nous contraignent, le dispositif, là, le milieu nous contraint, toujours relier ce qui est fait en ligne à des choses qui intéressent, impliquent les apprenants, que ça peut être de la cuisine, ça peut être de la musique, ça peut être aussi des projets qu'on va monter ensemble qui permettent aux gens de se rencontrer. Bref, être dans une atmosphère détendue et ludique, mais surtout être ancré dans la vie réelle, et pour donner l'occasion aux apprenants de communiquer authentiquement. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et j'aurai plaisir à discuter avec vous de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, il y a 2 adresses, Olivier Pomoissé @cifrance, si vous êtes intéressé par des questions de formation, c'est le centre de formation. Si c'est plutôt la partie mise en place et enseignement des langues, c'est lafermelinguistique.fr. Voilà. Merci encore au quartier français, et j'écoute vos questions.